Tu connais cette sensation qui te réveille au milieu de la nuit, ce doute persistant qui te fait remettre en question chaque geste d'affection que tu reçois, cette voix intérieure qui te murmure que tu n'es pas digne d'être aimé, que cette personne qui te regarde avec tendresse finira par découvrir qui tu es vraiment et s'enfuira. Tu as passé des années à construire des murs autour de ton cœur, à interpréter chaque silence comme un rejet, chaque distance comme une confirmation de tes peurs les plus profondes. Et pendant tout ce temps, quelqu'un est resté là, patient, présent, t'offrant un amour que tu n'arrives pas à recevoir pleinement, parce que quelque chose en toi te convainc que c'est impossible, que ça ne peut pas être réel, que ça finira forcément par s'effondrer. Carl Jung a découvert quelque chose de profondément troublant dans ses recherches sur la psyché humaine, quelque chose que la plupart des thérapeutes modernes ignorent ou n'osent pas aborder. Il a identifié un mécanisme psychologique qui nous pousse à saboter systématiquement les relations authentiques tout en nous accrochant désespérément à des connexions toxiques qui confirment nos blessures les plus anciennes. Ce mécanisme opère dans l'ombre de notre conscience, et tant qu'il reste invisible, il continue de détruire les ponts que la vie construit vers notre bonheur. Dans cette vidéo, je vais te révéler exactement comment ce saboteur intérieur fonctionne, pourquoi tu as été programmé à repousser l'amour véritable, et surtout, comment tu peux enfin briser ce cycle pour accueillir pleinement la personne qui t'aime réellement. Ce que tu vas découvrir pourrait transformer radicalement ta façon de percevoir tes relations et te permettre enfin de recevoir ce que tu mérites depuis toujours. Jung a passé plus de 60 ans à explorer les profondeurs de l'âme humaine, et parmi toutes ses découvertes, celle qui concerne notre capacité à recevoir l'amour est peut être la plus révolutionnaire et la moins comprise. Il a observé que nous portons tous en nous ce qu'il appelait une image intérieure de l'amour, façonnée par nos premières expériences relationnelles, principalement avec nos parents ou figures parentales. Cette image devient le filtre à travers lequel nous interprétons toutes les manifestations d'affection que nous recevons par la suite. Et voici ce qui est véritablement troublant dans cette découverte. Si ton image intérieure de l'amour est associée à la souffrance, à l'abandon, à la conditionnalité ou au rejet, alors ton inconscient va systématiquement déformer la réalité pour confirmer cette croyance. Une personne peut t'aimer profondément, sincèrement, inconditionnellement, et tu ne le verras tout simplement pas. Ton psychisme va littéralement filtrer les preuves d'amour authentique pour ne retenir que ce qui correspond à ton schéma intérieur blessé. Cette découverte explique pourquoi tant de personnes passent leur vie à côté du bonheur relationnel. Pourquoi elles attirent répétitivement les mêmes types de partenaires destructeurs, ou pourquoi elles finissent par détruire les rares relations saines qui parviennent à franchir leurs défenses. Jung appelait ce phénomène la projection de l'ombre relationnelle, et il considérait que c'était l'un des obstacles les plus puissants au développement de la conscience humaine. Ce qui rend cette dynamique particulièrement dangereuse, c'est qu'elle opère de manière totalement inconsciente. Tu ne choisis pas de repousser l'amour, tu ne décides pas consciemment de saboter tes relations. Ton inconscient le fait pour toi, avec une précision chirurgicale, en utilisant des mécanismes de défense qui ont été mis en place dans ton enfance pour te protéger de la douleur. Le problème est que ces mécanismes qui t'ont peu être sauvés autrefois sont maintenant devenus ta prison, t'empêchant d'accéder à l'intimité et à la connexion authentique que ton âme désire si profondément. Le danger de cette situation ne peut pas être sous-estimé. Chaque fois que tu rejettes inconsciemment une manifestation d'amour authentique, tu renforces la croyance que tu n'es pas aimable.
Chaque fois que tu interprètes négativement un geste de tendresse, tu creuses un peu plus le fossé entre toi et la personne qui essaie de t'atteindre. Et avec le temps, cette personne qui t'aime vraiment peut finir par s'épuiser, non pas parce qu'elle a cessé de t'aimer, mais parce qu'elle se heurte constamment à un mur invisible qu'elle ne peut ni voir ni comprendre. C'est ainsi que nous perdons les personnes qui nous aiment le plus, non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause de notre incapacité tragique à le reconnaître et à le recevoir. Jung a écrit dans ses mémoires que la tâche la plus difficile de l'existence humaine n'est pas de trouver quelqu'un qui nous aime, mais de devenir capable d'accepter cet amour quand il se présente à nous. Avant de continuer cette exploration profonde de la psyché et de l'amour, je veux te poser une question qui mérite toute ton attention. As-tu déjà eu cette sensation terrifiante que la personne qui t'aime va finir par te quitter une fois qu'elle aura vraiment compris qui tu es? Ce sentiment d'être un imposteur dans ta propre relation, de porter un masque que tu crains de voir tomber à tout moment. Si cette peur te semble familière, je veux que tu saches que tu n'es pas seul et que cette expérience que Jung a identifiée comme la peur fondamentale de l'intimité touche des millions de personnes qui, comme toi, ont appris très tôt que l'amour était conditionnel ou dangereux. Prends un moment pour réfléchir et partage dans les commentaires, en commençant par cette phrase « Ma plus grande peur dans l'amour » et que ta réponse honnête pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin pour réaliser qu'elle n'est pas seule dans cette lutte silencieuse. En partageant ton expérience, tu participes à ce que Jung considérait comme essentiel pour la guérison collective, la reconnaissance que nos souffrances les plus intimes sont en réalité universellement partagées. L'histoire de la découverte de ce mécanisme psychologique par Jung est fascinante et remonte à l'un de ses cas les plus complexes. Au début des années 1920, une femme nommée dans ses notes cliniques, sous le pseudonyme de Margaret, vint le consulter pour ce qu'elle décrivait comme une incapacité chronique à maintenir des relations amoureuses. Elle avait traversé une série de mariages et de liaisons qui s'étaient tous terminés de manière similaire. Dès qu'un homme commençait à l'aimer véritablement et à lui montrer un attachement profond, elle ressentait une anxiété insupportable, un besoin irrépressible de fuir ou de provoquer la rupture. Paradoxalement, elle se retrouvait souvent attirée par des hommes émotionnellement indisponibles ou abusifs, des relations qui lui causaient une immense souffrance, mais qu'elle parvenait pourtant à maintenir pendant des années. Jung fut immédiatement intrigué par ce schéma contradictoire. Comment une femme intelligente, consciente de sa propre souffrance, pouvait-elle systématiquement choisir la douleur plutôt que l'amour? En explorant l'histoire de Margaret, à travers de nombreuses séances d'analyse, Jung découvrit que son père avait été un homme profondément aimant, mais atteint d'une maladie chronique qui l'avait emporté quand elle avait 7 ans. Sa mère, accablée par le deuil, s'était progressivement retirée émotionnellement, laissant la petite fille avec une équation psychique dévastatrice. L'amour véritable égale la perte. La disponibilité émotionnelle égale l'abandon imminent. Son inconscient avait appris très tôt que s'attacher à quelqu'un qui vous aime vraiment est la recette garantie pour une souffrance insupportable. Les hommes indisponibles ou cruels, paradoxalement, représentaient une forme de sécurité. Il ne pouvait pas l'abandonner puisqu'il n'avait jamais été vraiment présent. Cette découverte bouleversa Jung et l'amena à formuler ce qu'il appellerait plus tard la théorie des complexes relationnels, ces structures psychiques autonomes qui se forment autour de nos premières expériences d'amour et qui continuent d'influencer notre vie affective de manière souterraine pendant des décennies. Jung approfondit cette compréhension en identifiant ce qu'il nomma l'anima et l'animus, les images intérieures du partenaire idéal
que nous portons tous en nous. Ces images ne sont pas neutres, elles sont profondément colorées par nos expériences précoces et par l'inconscient collectif, cet héritage psychique de l'humanité entière. Quand nous rencontrons quelqu'un dans la vie réelle, nous ne voyons jamais cette personne telle qu'elle est véritablement. Nous la voyons à travers le voile de notre anima ou de notre animus, projetant sur elle nos attentes, nos peurs, nos désirs inconscients. C'est pourquoi l'amour naissant est souvent si intense et si aveugle. Nous tombons amoureux non pas d'une personne réelle, mais de notre propre projection. Le véritable défi de l'amour mature, selon Jung, commence quand les projections commencent à se dissiper et que nous nous retrouvons face à un être humain réel, avec ses imperfections, ses contradictions, sa complexité. C'est à ce moment précis que beaucoup de gens fuient, incapables de supporter la désillusion, de découvrir que leur partenaire n'est pas l'image idéalisée qu'ils avaient créée. Mais voici ce que Jung a découvert de plus précieux. Cette désillusion, loin d'être la fin de l'amour, peut en être le véritable commencement. Quand nous cessons de projeter et que nous commençons à voir l'autre tel qu'il est, nous avons enfin la possibilité d'un amour authentique. Un amour qui n'est pas basé sur nos blessures ou nos fantasmes, mais sur une connexion réelle entre deux êtres conscients. Et c'est précisément ce type d'amour que tu es peut-être en train de repousser en ce moment même, parce que ton inconscient ne sait pas comment l'interpréter. L'amour véritable ne correspond pas à ton schéma intérieur blessé. Il ne déclenche pas les mêmes alarmes familières que les relations toxiques. Il peut même te sembler fade, ennuyeux, suspect, et pourtant, c'est peut être exactement ce dont tu as besoin pour guérir. Jung a identifié plusieurs catégories de personnes en fonction de leur façon de se défendre contre l'amour authentique. Et comprendre dans quelle catégorie tu te situes est la première étape vers la libération. Le premier type est celui que Jung appelait le fuyard émotionnel. Cette personne ressent une anxiété intense dès que la relation devient trop intime ou trop stable. Elle trouve constamment des raisons de s'éloigner, des défauts chez son partenaire, des projets qui nécessitent de la distance, des besoins d'espace qui ne sont jamais vraiment comblés. Le fuyard émotionnel a généralement vécu une forme d'envahissement ou d'étouffement dans son enfance. Peut être un parent trop fusionnel ou trop contrôlant. Son inconscient a appris que l'intimité est dangereuse, qu'elle signifie la perte de soi. Alors il maintient une distance de sécurité, même avec la personne qu'il aime le plus, créant une frustration immense pour son partenaire qui a l'impression de ne jamais pouvoir l'atteindre vraiment. Le fuyard ne comprend pas pourquoi il fait cela. Il peut sincèrement vouloir une relation profonde tout en étant incapable de tolérer la proximité qu'elle implique. C'est comme s'il avait un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein en permanence, désirant ardemment ce qu'il s'efforce inconsciemment de repousser. Le deuxième type est l'invalidateur chronique. Cette personne trouve systématiquement des moyens de diminuer la valeur de l'amour qu'elle reçoit. Si son partenaire lui dit qu'il l'aime, elle pense qu'il dit cela parce qu'il se sent obligé ou parce qu'il ne la connaît pas vraiment. Si son partenaire fait un geste attentionné, elle l'interprète comme de la manipulation ou de la culpabilité. L'invalidateur a généralement grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, imprévisible ou utilisé comme monnaie d'échange. Son inconscient a appris à ne jamais faire confiance aux expressions d'affection, à toujours chercher le piège caché. Cette méfiance constante épuise les partenaires les plus dévoués et crée une prophétie autoréalisatrice. À force de remettre en question chaque geste d'amour, l'invalidateur finit par pousser son partenaire à effectivement se retirer, confirmant ainsi sa croyance que l'amour n'était pas réel depuis le début.
Jung observait que ces personnes portent souvent en elles une forme particulière de honte toxique, la conviction profonde d'être fondamentalement indignes d'amour, ce qui les pousse à disqualifier toute preuve du contraire. Le troisième type est le testeur perpétuel. Cette personne soumet constamment son partenaire à des épreuves inconscientes pour vérifier la solidité de son amour. Elle peut créer des conflits artificiels, se montrer délibérément difficile, repousser les limites de la patience de l'autre. Tout cela pour voir s'il va rester malgré tout. Le testeur a souvent vécu l'abandon ou l'inconstance dans son enfance. Son inconscient cherche désespérément une preuve que cette fois sera différente, que cette personne ne partira pas comme les autres, mais paradoxalement, plus le testeur met son partenaire à l'épreuve, plus il risque de provoquer exactement ce qu'il craint. Même l'amour le plus solide peut finir par craquer sous le poids de tests incessants. Et quand cela arrive, le testeur ressent une douleur immense, mais aussi une forme perverse de soulagement. Il avait raison depuis le début, personne ne reste. Ce schéma se répète de relation en relation, jusqu'à ce que le testeur prenne conscience de ce mécanisme et choisisse délibérément de faire confiance plutôt que de tester. Le quatrième type est celui que Jung appelait l'autodestructeur relationnel. Cette personne sabote activement les bonnes relations en adoptant des comportements qui garantissent leur échec. Elle peut mentir sans raison, tromper un partenaire aimant, négliger délibérément les besoins de la relation ou créer des situations impossibles qui forcent la rupture. L'autodestructeur agit souvent sous l'emprise d'une culpabilité inconsciente ou d'une conviction qu'il ne mérite pas le bonheur. Dans son monde intérieur, recevoir de l'amour quand on se sent indigne crée une tension insupportable. Détruire la relation, aussi douloureuse que soit cette destruction, rétablit un équilibre pervers où la punition correspond au sentiment de culpabilité. Jung a observé que ce type de sabotage est particulièrement tragique parce qu'il se produit souvent juste au moment où la relation atteint un nouveau niveau d'intimité ou d'engagement. C'est comme si le bonheur lui-même déclenchait un mécanisme d'autodestruction, une incapacité profonde à tolérer la joie de l'amour partagé. Comprendre ces différents types de sabotage relationnel n'est pas un exercice académique, c'est le premier pas vers la transformation. Car, tant que ces mécanismes restent dans l'ombre de ta conscience, ils continuent d'opérer avec une puissance dévastatrice. Mais dès que tu les amènes à la lumière, dès que tu peux nommer ce que tu fais et pourquoi tu le fais, tu commences à récupérer le pouvoir que tu avais cédé à ton inconscient blessé. Jung insistait sur le fait que nous ne pouvons pas changer ce que nous n'avons pas d'abord reconnu. La conscience est le premier et le plus puissant outil de transformation. Et cette conscience ne vient pas d'une compréhension intellectuelle superficielle, mais d'une reconnaissance profonde, émotionnelle, viscérale de nos propres schémas. C'est pourquoi ce travail peut être douloureux. Se voir clairement avec toutes ses défenses et ses sabotages n'est pas confortable, mais c'est le prix de la liberté. Les dangers de ne pas entreprendre ce travail de conscience sont considérables et s'étendent bien au-delà de la sphère relationnelle. Jung a observé que les personnes qui repoussent systématiquement l'amour authentique développent souvent une forme de dessèchement psychique. Elles deviennent progressivement plus cyniques, plus isolées, plus convaincues que l'amour véritable n'existe pas ou n'est pas pour elles. Cette fermeture du cœur a des répercussions sur tous les aspects de la vie. La créativité s'étiole, la joie devient rare et suspecte. Les connexions humaines restent superficielles par nécessité défensive, et avec le temps, une forme de dépression existentielle peut s'installer, un sentiment que la vie est fondamentalement vide et que les promesses du bonheur sont des illusions cruelles. Jung appelait cette condition la pétrification de l'âme,
et il la considérait comme l'une des tragédies les plus courantes et les plus silencieuses de l'existence humaine moderne. Il est important de comprendre aussi les manifestations physiques de ce blocage relationnel. Le corps et la psyché ne sont pas séparés, et les blessures que nous portons dans notre capacité d'aimer se manifestent souvent à travers des symptômes corporels, des tensions chroniques dans la poitrine, comme si le cœur était enfermé dans une armure, des problèmes digestifs liés à l'incapacité de recevoir et d'assimiler la nourriture émotionnelle, des troubles du sommeil causés par l'hypervigilance qui nous empêchent de nous abandonner même dans le repos, des douleurs dans le dos et les épaules qui portent le poids de toutes les émotions non exprimées. Jung travaillait souvent avec les manifestations corporelles de ses patients, reconnaissant que la guérison devait se faire à tous les niveaux de l'être. Ignorer ces signaux du corps, c'est ignorer une partie essentielle de notre système d'alarme intérieur. Ces symptômes ne sont pas là pour nous punir, mais pour nous alerter que quelque chose a besoin d'attention et de guérison. Un autre danger majeur est celui de la transmission intergénérationnelle des blessures. Si tu repousses l'amour authentique et que tu construis ta vie autour de relations dysfonctionnelles ou d'un isolement protecteur, tu risques de transmettre ces mêmes schémas à tes enfants, si tu en as, ou aux personnes qui dépendent émotionnellement de toi. Les enfants apprennent ce qu'est l'amour en observant leurs parents. Ils internalisent les dynamiques relationnelles qu'ils voient, même et surtout quand ces dynamiques ne sont jamais explicitement discutées. Un parent qui ne peut pas recevoir l'amour enseigne inconsciemment à son enfant que l'amour est dangereux, inatteignable ou conditionnel. Cette transmission se fait en silence, à travers des milliers de micro-interactions, de regards, de tensions non dites, et ainsi, les blessures passent de génération en génération, créant des lignées entières de personnes incapables d'aimer et d'être aimées pleinement. Briser ce cycle peut être l'acte le plus courageux et le plus important que tu puisses accomplir, non seulement pour toi-même, mais pour tous ceux qui viendront après toi. Il y a aussi le danger de ce que Jung appelait la possession par le complexe. Quand nos schémas relationnels inconscients deviennent trop puissants, nous cessons d'être des individus autonomes, faisant des choix libres. Nous devenons les marionnettes de nos complexes, réagissant automatiquement aux situations selon des programmes établis dans notre enfance. Tu as être déjà vécu ces moments où tu te regardes agir dans une relation comme si tu étais un spectateur impuissant de tes propres comportements destructeurs. Tu sais que tu es en train de saboter quelque chose de précieux. Tu voudrais t'arrêter, mais une force plus grande que ta volonté consciente te pousse à continuer. C'est cela, la possession par le complexe. Et tant que tu restes possédé, tu n'es pas vraiment vivant. Tu répètes simplement des scénarios écrits il y a longtemps par quelqu'un d'autre, probablement un enfant blessé qui essayait de survivre dans un environnement qui ne répondait pas à ses besoins. Libérer cet enfant intérieur, lui permettre enfin de guérir, est au cœur du processus que Jung a développé. Le processus d'intégration que Jung a élaboré pour guérir ses blessures relationnelles se déroule en plusieurs phases distinctes, chacune avec ses propres défis et ses propres récompenses. La première phase est celle de la reconnaissance. Il s'agit de devenir conscient de tes propres schémas de sabotage, non pas comme des concepts abstraits, mais comme des expériences vécues et répétées dans ta propre vie. Cette reconnaissance nécessite un regard honnête et courageux sur ton histoire relationnelle. Quels sont les thèmes qui se répètent? Comment tes relations ont-elles typé? Qu'est-ce qui t'a typiquement échoué? Quel rôle as-tu joué, même inconsciemment, dans ces échecs? La plupart des gens résistent à cette introspection parce qu'elle implique de renoncer à la position confortable de victime. Tant que ce sont les autres qui ont tort, tant que tu n'as pas de chance en amour,
tu n'as pas à changer. Mais cette position victimaire est aussi une prison. La vraie liberté commence quand tu acceptes ta part de responsabilité, non pas avec culpabilité, mais avec la clarté de quelqu'un qui veut enfin comprendre pour pouvoir transformer. La deuxième phase est celle de l'exploration des origines. Une fois que tu as identifié tes schémas, il est temps de remonter à leur source. Quelles expériences précoces ont façonné ta façon de percevoir l'amour? Qui étaient les acteurs principaux dans l'apprentissage de ce que signifie être aimé ou ne pas l'être? Jung était très attentif à ce qu'il appelait les atmosphères familiales, ces qualités émotionnelles subtiles qui imprègnent un foyer et que l'enfant absorbe comme une éponge. Parfois, ce n'est pas un traumatisme évident qui a causé la blessure, mais une absence, une froideur, une anxiété ambiante qui a coloré toutes les expériences affectives. Cette exploration n'a pas pour but de blâmer tes parents ou de te complaire dans une position de victime de ton passé. L'objectif est de comprendre, avec compassion, comment l'enfant que tu étais a fait sens des expériences qu'il vivait et quelles conclusions il en a tirées sur l'amour et sur sa propre valeur. Ces conclusions enfantines, même si elles sont déformées ou inadaptées, avaient une logique dans leur contexte original. Les honorer tout en les dépassant est l'essence de ce travail. La troisième phase est celle de la différenciation. C'est ici que tu commences à séparer le passé du présent, les figures parentales des partenaires actuels, l'enfant blessé de l'adulte que tu es devenu. Jung insistait sur le fait que nos réactions disproportionnées dans les relations actuelles sont presque toujours le signe que nous confondons le présent avec le passé. Quand ton partenaire arrive en retard et que tu ressens une vague de panique ou de rage semble excessive par rapport à la situation, c'est probablement parce que cet événement a déclenché un souvenir émotionnel ancien, peut être l'attente interminable d'un parent qui n'est jamais venu. La différenciation consiste à développer la capacité de reconnaître ces moments de confusion temporelle et à se rappeler consciemment que la personne devant toi n'est pas ton père, ta mère ou toute autre figure de ton passé. Elle est elle-même, avec ses propres raisons, ses propres limitations et son propre amour pour toi, qui n'est pas conditionné par les schémas de ton histoire. Jung a également identifié un phénomène qu'il appelait la contamination des complexes, où plusieurs blessures relationnelles anciennes se combinent pour créer une réaction émotionnelle disproportionnée dans le présent. Par exemple, si tu as vécu à la fois l'abandon d'un parent et le rejet de tes premiers amours, ces deux blessures peuvent se fusionner, créant une sensibilité extrême à tout signe possible d'éloignement dans tes relations actuelles. Si vous souhaitez approfondir ces enseignements et les appliquer dans votre vie quotidienne, découvrez l'e-book « La méthode Lotte de Jung », 5 minutes par jour pour la paix intérieure et la clarté mentale, via le QR code à l'écran ou via le commentaire ci-dessous. Jung considérait que nous projetons sur nos partenaires non seulement nos images idéalisées, mais aussi nos parties sombres, les aspects de nous-mêmes que nous avons rejetés ou réprimés. Si tu accuses constamment ton partenaire d'être égoïste, il est possible que tu projettes sur lui ton propre égoïsme inavoué. Si tu le critiques pour son manque d'engagement, peut être que c'est ton propre désengagement que tu refuses de voir. Cette phase implique de récupérer tes projections, de reconnaître que ce qui t'irrite le plus chez l'autre est souvent un miroir de ce que tu refuses en toi-même. Ce travail est particulièrement difficile parce qu'il implique de faire face à des aspects de ta personnalité que tu préférais ignorer. Mais tant que tu les projettes à l'extérieur, tu ne peux pas les transformer. Et tu continues de choisir ou de créer des partenaires qui incarnent exactement ce que tu fuis en toi-même, dans une danse circulaire qui ne mène nulle part. La 5e phase
est celle de la reconstruction de l'image intérieure de l'amour. C'est peut être la phase la plus mystérieuse et la plus créative du processus. Une fois que tu as démantelé les vieilles croyances blessées, il te faut construire une nouvelle vision de ce que l'amour peut être. Jung utilisait souvent le terme d'imagination active pour décrire ce travail. Il s'agit d'utiliser ta capacité imaginative pour créer de nouvelles possibilités, de nouveaux scénarios relationnels qui n'ont pas existé dans ton expérience passée. Que ressentirais-tu si tu pouvais recevoir l'amour sans méfiance? Comment serait ta vie si tu faisais confiance à la solidité d'une connexion authentique? Cette imagination n'est pas une fuite de la réalité, mais une préparation de l'âme à accueillir ce qui vient. Jung croyait profondément que ce que nous pouvons imaginer, nous pouvons le manifester. En créant d'abord intérieurement une nouvelle possibilité, tu prépares le terrain pour qu'elle se réalise dans ta vie extérieure. L'histoire nous offre de nombreux exemples de personnes qui ont traversé ce processus de transformation avec des degrés divers de succès. L'un des cas les plus fascinants est celui de Sabina Spielrein, qui fut d'abord patiente de Jung, puis sa collègue, et une pionnière de la psychanalyse. Spielrein avait vécu une enfance traumatisante, marquée par la violence de son père et l'instabilité émotionnelle de sa mère. Quand elle arriva à la clinique Burgelsli à 19 ans, elle était dans un état de confusion psychologique profonde, incapable de former des relations stables ou de recevoir de l'affection sans la transformer en quelque chose de destructeur. Son travail avec Jung, puis son propre cheminement analytique, l'amenèrent à développer une compréhension profonde des mécanismes qui l'avaient emprisonnée. Elle finit par devenir elle-même une analyste respectée et par établir des relations significatives, transformant ses blessures en sagesse qu'elle put transmettre à d'autres. Son parcours illustre que même les origines les plus traumatisantes ne déterminent pas nécessairement notre destinée relationnelle, pourvu que nous soyons prêts à entreprendre le travail de conscience nécessaire. À l'opposé, l'histoire nous offre l'exemple tragique de Friedrich Nietzsche, un génie philosophique dont l'incapacité à recevoir et à maintenir l'amour marqua toute son existence. Nietzsche avait perdu son père très jeune et avait grandi dans un foyer dominé par des femmes qu'il percevait comme étouffantes et moralisatrices. Il développa une méfiance profonde envers l'intimité et une tendance à idéaliser, puis à dévaluer les femmes qui s'approchèrent de lui. Son amour non réciproque pour Lou Andrea Salomé, suivi d'une rupture amère, illustre parfaitement le schéma du testeur perpétuel qui finit par détruire ce qu'il désirait le plus. Nietzsche passa les dernières années de sa vie dans un isolement profond, son génie intellectuel incapable de compenser le vide affectif qui le rongeait. Jung lui-même analysa le cas de Nietzsche et conclut que sa folie finale était en partie le résultat de cette amputation émotionnelle, de ce refus ou cette incapacité de laisser l'amour adoucir la dureté de sa vision du monde. Un exemple contemporain particulièrement instructif est celui de la relation entre le poète Rainer Maria Rilke et la sculptrice Clara Westhoff. Rilke, malgré son extraordinaire sensibilité artistique, portait une blessure d'abandon profonde liée à une mère qui l'avait habillée en fille pendant son enfance et qui alternait entre fusion excessive et rejet glacial. Quand il épousa Clara, il était sincèrement amoureux et désirait construire une vie ensemble. Mais très rapidement, l'intimité quotidienne devint insupportable pour lui. Il commença à créer des distances, d'abord subtiles, puis de plus en plus grandes, finissant par passer la majeure partie de son mariage séparé de sa femme, voyageant à travers l'Europe, écrivant des lettres d'amour, mais évitant soigneusement la présence physique prolongée. Rilke illustre parfaitement le fuyard émotionnel, qui peut aimer profondément,
mais ne peut pas tolérer la proximité que l'amour implique. Sa poésie est remplie de méditations sur l'amour et la solitude, témoignant d'une conscience aiguë de son propre dilemme, mais d'une incapacité à le résoudre autrement que par l'art. Un autre exemple fascinant que Jung étudiait avec attention était celui de Léon Tolstoï, le grand écrivain russe dont la vie conjugale fut un champ de bataille émotionnel permanent. Tolstoï avait épousé Sophie Bayer avec une passion sincère, mais son incapacité à intégrer ses contradictions intérieures empoisonna leur relation pendant des décennies. D'un côté, il prêchait l'amour universel et le renoncement aux passions terrestres. De l'autre, il était dévoré par la jalousie, le désir et une incapacité à faire confiance à celle qu'il aimait le plus fidèlement. Tolstoï représente ce que Jung appelait la dissociation entre l'idéal et le vécu, cette fracture intérieure qui nous fait professer des valeurs que nous sommes incapables d'incarner dans nos relations les plus intimes. Sophie l'aima jusqu'à son dernier souffle, même après des décennies de conflits et de souffrances mutuelles. Et Tolstoï, dans ses derniers moments, s'enfuit de chez lui, incapable même à la mort de recevoir l'amour de celle qui lui avait tout donné. Cette fuite finale peut être le symbole le plus poignant du fuyard émotionnel qui préfère mourir seul plutôt que d'accepter la vulnérabilité de l'amour reçu. Ces exemples historiques nous montrent que l'intelligence, le talent ou même la conscience de ses propres schémas ne suffisent pas pour les transformer. Ce qui est nécessaire, c'est un engagement profond et soutenu dans le travail de guérison, une volonté de traverser l'inconfort, de rester présent face à la peur, de choisir consciemment une réponse différente, même quand tout en nous crie de fuir ou de saboter. Jung était très clair sur ce point. La connaissance de soi n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu qui dure toute la vie. Chaque relation nous offre de nouvelles opportunités de confronter nos démons intérieurs, de faire des choix différents, de permettre à l'amour de nous transformer. Et cette transformation n'est jamais terminée. Même les personnes les plus évoluées psychologiquement continuent de rencontrer leurs limites, leurs peurs anciennes, leurs tentations de repli. La différence est qu'elles ont développé des outils pour reconnaître ces moments et pour naviguer à travers eux plutôt que d'être emportées. Le chemin vers la capacité de recevoir l'amour passe par plusieurs étapes de transformation personnelle que Jung a identifiées avec précision. La première étape est celle qu'il appelait la mort de l'ego relationnel. Il s'agit de renoncer à l'image que tu as construite de toi-même dans les relations, ce personnage qui sait exactement comment se protéger, comment maintenir le contrôle, comment éviter la vulnérabilité. Cette mort symbolique est terrifiante parce que l'ego nous fait croire qu'il est notre protecteur, que sans lui, nous serions détruits. En réalité, c'est souvent l'ego blessé qui nous détruit, en nous empêchant d'accéder à une forme de connexion plus profonde et plus nourrissante. Laisser mourir cet ego ne signifie pas devenir faible ou sans frontières. Cela signifie permettre à une forme plus authentique de soi d'émerger. Une forme qui n'a pas besoin de se défendre constamment parce qu'elle sait qu'elle peut survivre à la blessure, qu'elle peut être vulnérable et quand même intacte. La deuxième étape est celle de la traversée du désert. Une fois que tu as commencé à démanteler tes anciennes défenses, tu te retrouves dans un espace inconnu et inconfortable. Tu ne sais plus comment être en relation, tes vieux schémas ne fonctionnent plus, mais les nouveaux ne sont pas encore installés. Cette période peut être intensément solitaire et désorientante. Tu peux avoir l'impression de perdre pied, de ne plus savoir qui tu es ni ce que tu veux. Jung considérait cette phase comme essentielle et inévitable. Il l'appelait la nigredo, empruntant le terme à l'alchimie pour décrire cette période de dissolution nécessaire avant qu'une nouvelle forme puisse émerger.
La tentation pendant cette phase est de revenir aux anciens schémas, de retourner à la sécurité familière de la souffrance connue. Résister à cette tentation, rester dans l'inconfort de la transformation, est le travail le plus difficile et le plus courageux de tout le processus. La troisième étape est celle de la renaissance. Progressivement, à travers la pratique consciente et l'engagement répété dans de nouvelles façons d'être, une nouvelle capacité émerge. Tu commences à pouvoir recevoir un compliment sans le disqualifier immédiatement. Tu parviens à rester présent dans un moment d'intimité au lieu de te dissocier ou de fuir mentalement. Tu ressens l'amour de quelqu'un et, au lieu de la panique habituelle, tu éprouves quelque chose qui ressemble à de la gratitude, peut être même à de la paix. Ces moments sont d'abord rares et fragiles. Ils peuvent être suivis de rechutes dans les anciens schémas. Mais avec le temps et la pratique, ils deviennent plus fréquents, plus stables, plus accessibles. Jung décrivait cette émergence comme l'apparition du soi authentique, cette partie de nous qui a toujours su aimer et être aimée, mais qui avait été recouverte par les couches de protection accumulées au fil des années. La quatrième étape est celle de l'intégration durable. Il ne suffit pas d'avoir quelques moments de clarté pour que la transformation soit complète. Il faut que ces nouvelles capacités s'enracinent profondément, qu'elles deviennent ta nouvelle façon d'être par défaut, plutôt qu'un effort conscient permanent. Cette intégration se produit à travers la répétition, à travers le fait de choisir encore et encore la vulnérabilité plutôt que la protection, l'ouverture plutôt que la fermeture, la confiance plutôt que la méfiance. Elle se produit aussi à travers les moments d'échec, quand tu retombes dans les vieux schémas et que tu trouves le courage de te relever et de recommencer. Jung insistait sur le fait que l'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même, n'est jamais un chemin linéaire. C'est une spirale qui nous ramène parfois au même thème, mais chaque fois à un niveau différent de conscience et de capacité. Il existe une cinquième étape, que Jung mentionnait plus rarement, réservée à ceux qui ont traversé les 4 premières avec courage et persévérance. Il l'appelait la capacité de bénédiction relationnelle. C'est le stade où non seulement tu peux recevoir l'amour, mais où ta présence même devient une source de guérison pour les autres. Les personnes qui atteignent ce niveau ont transformé leurs blessures en médecine. Leur propre parcours de souffrance et de transformation leur a donné une compréhension profonde de la douleur relationnelle et leur capacité à rester ouverte et aimant. Malgré cette compréhension, crée un espace sûr où d'autres peuvent commencer leur propre guérison. Ce n'est pas un objectif à atteindre par effort de volonté. C'est plutôt le fruit naturel d'un travail sincère et prolongé sur soi-même. Et peut être que c'est ce vers quoi tu te diriges, sans même le savoir encore. Peut être que la personne qui t'aime aujourd'hui est déjà en train de bénéficier de ton chemin de conscience, même si ce chemin est encore en cours, même si tu te sens encore si loin de la destination. Sur ce chemin de transformation, il existe plusieurs armadillas communes que Jung a identifiées et qu'il est crucial de connaître pour les éviter. La première armadilla est celle de l'intellectualisation. C'est la tentation de transformer le travail émotionnel profond en exercice mental abstrait. Tu peux lire tous les livres sur la psychologie des relations, comprendre parfaitement tes schémas sur le plan conceptuel, et pourtant rester complètement prisonnier d'eux dans ta vie réelle. L'intellectualisation est une défense sophistiquée, qui te donne l'illusion d'avoir fait le travail sans jamais avoir vraiment touché la blessure. Le vrai travail se fait dans le corps, dans les émotions, dans les moments concrets où tu choisis d'agir différemment, même quand chaque cellule de ton être te pousse vers l'ancien schéma.
Les concepts ne sont utiles que s'ils sont incarnés, vécus, mis en pratique dans la vie quotidienne. La deuxième armadilla est celle de la dépendance au thérapeute ou au guide. Certaines personnes trouvent dans le processus thérapeutique lui-même un substitut aux vraies relations. Elles peuvent développer une connexion profonde avec leur thérapeute, un espace sûr où elles se sentent comprises et acceptées, et utiliser cette connexion pour éviter de prendre des risques dans des relations réelles. Jung était très attentif à ce danger et insistait sur le fait que le but de l'analyse n'est pas de créer une relation parfaite avec l'analyste, mais de développer des capacités qui peuvent être appliquées dans la vie en dehors du cabinet. Le thérapeute est un pont, pas une destination. Si tu trouves plus de sécurité dans ta relation thérapeutique que dans tes relations quotidiennes, il peut être temps de te demander si tu n'utilises pas le processus de guérison comme une autre forme d'évitement. La troisième armadilla est celle du perfectionnisme de la guérison. C'est la croyance que tu dois être complètement guéri avant de pouvoir être en relation, que tu dois d'abord résoudre tous tes problèmes intérieurs avant de mériter l'amour. Cette attitude, bien qu'elle semble responsable, est en réalité une autre forme de sabotage. Elle te maintient dans un état perpétuel de préparation qui ne se concrétise jamais. La vérité est que la guérison profonde ne peut se faire qu'à travers les relations, pas en dehors d'elles. C'est dans le creuset de l'intimité réelle, avec ses frictions et ses défis, que nos blessures peuvent vraiment être transformées. Attendre d'être parfait pour aimer, c'est comme attendre de savoir nager avant d'entrer dans l'eau. À un moment donné, il faut faire le saut, imparfait et vulnérable comme nous sommes. La quatrième armadilla est celle du narcissisme spirituel. C'est la tentation de transformer le travail sur soi en source de fierté et de supériorité. Tu peux commencer à te voir comme quelqu'un de plus évolué que les autres parce que tu as fait ce travail intérieur, créant une nouvelle forme de distance et de protection sous le déguisement de l'évolution spirituelle. Jung mettait en garde contre cette inflation de l'ego qui peut accompagner le travail de conscience. Le vrai signe de progrès n'est pas que tu te sentes supérieur aux autres, mais que tu te sentes plus humble, plus conscient de tes propres limitations, plus compatissant envers les luttes de chacun. Quelqu'un qui a vraiment intégré ses blessures ne regarde pas les autres de haut. Il reconnaît en chaque personne le même combat universel pour aimer et être aimé. Et cette reconnaissance crée une connexion plutôt qu'une séparation. Pour maintenir les acquis de ce travail de transformation et continuer à progresser, Jung recommandait plusieurs pratiques que j'aimerais partager avec toi. La première est la pratique de l'observation quotidienne de soi. Il s'agit de développer un témoin intérieur qui peut observer tes réactions émotionnelles et comportementales sans s'identifier à elles. Quand tu ressens la panique monter dans un moment d'intimité, le témoin peut noter cette panique est là plutôt que d'être complètement submergé par elle. Cette simple distance crée un espace de choix. Tu n'es plus obligé de réagir automatiquement. Tu peux observer la réaction, la reconnaître comme un vieux schéma et choisir une réponse différente. Cette pratique demande de la persévérance parce que les automatismes sont puissants. Mais avec le temps, l'observateur devient de plus en plus présent, de plus en plus capable d'intervenir avant que le schéma ne se déroule complètement. La deuxième pratique est celle du dialogue avec l'enfant intérieur blessé. Jung considérait que nos complexes relationnels sont essentiellement des parties de nous-mêmes qui sont restées bloquées à un certain stade de développement, généralement dans l'enfance. Ces parties continuent de réagir comme si elles étaient encore des enfants impuissants face à des adultes tout-puissants. Le dialogue consiste à établir une relation consciente avec ces parties, à leur parler intérieurement, à leur offrir la compréhension
et la sécurité qu'elles n'ont pas reçues autrefois. Ce n'est pas un exercice imaginaire fantaisiste. C'est une façon de créer de nouveaux circuits neuronaux, de nouvelles possibilités émotionnelles qui n'existaient pas dans l'expérience passée. En devenant le bon parent pour ton propre enfant intérieur, tu commences à guérir les blessures qui t'empêchaient de recevoir l'amour d'un partenaire extérieur. La troisième pratique est celle de la vulnérabilité intentionnelle. Il s'agit de choisir délibérément des moments pour te montrer vulnérable avec des personnes de confiance, même quand tout en toi résiste. Cela peut commencer par de petits gestes, exprimer un besoin, partager une peur, demander de l'aide. Chaque fois que tu prends ce risque et que tu reçois une réponse positive, tu crées une nouvelle expérience qui contredit tes vieilles croyances. Ces expériences correctrices, comme les appelait Jung, sont essentielles pour reprogrammer ton système nerveux. Ton corps a besoin d'apprendre, à travers l'expérience répétée, que la vulnérabilité peut être accueillie avec bienveillance, que l'amour peut être stable, que tu peux t'ouvrir et être aimé pour qui tu es vraiment. Cette pratique doit être progressive et discernée. Il ne s'agit pas de te rendre vulnérable avec n'importe qui, mais de choisir consciemment des contextes et des personnes qui sont capables de recevoir ta vulnérabilité avec respect. La quatrième pratique est celle de la gratitude active pour l'amour reçu. Quand ton schéma est de disqualifier les manifestations d'amour, une façon de le contrer est de te forcer à reconnaître et à apprécier consciemment chaque geste affectueux que tu reçois. Cela peut se faire à travers un journal de gratitude spécifiquement dédié aux actes d'amour, où tu notes quotidiennement les façons dont quelqu'un a montré qu'il t'aime, même les plus petites. Cette pratique contrecarre directement la tendance de l'invalidateur à minimiser ou à ignorer l'amour reçu. Avec le temps, elle crée un nouveau réflexe, celui de chercher et de reconnaître l'amour plutôt que de chercher et de reconnaître son absence. Ce simple changement de focus peut avoir des effets transformateurs sur ta façon de percevoir tes relations et sur ta capacité à te sentir aimé. La cinquième pratique, souvent négligée mais fondamentale selon Jung, est celle de l'attention aux rêves. Nos rêves sont les messagers de l'inconscient, et ils contiennent souvent des informations précieuses sur nos schémas relationnels et sur la direction de notre guérison. Tiens un journal de rêves près de ton lit et note tes rêves dès le réveil, avant que le voile de l'oubli ne les recouvre. Porte une attention particulière aux personnages qui apparaissent dans tes rêves, à la nature de tes interactions avec eux, aux émotions qui accompagnent ces rencontres oniriques. Souvent, les rêves nous montrent des possibilités relationnelles que notre conscience éveillée n'ose pas encore envisager. Ils peuvent aussi révéler les peurs profondes qui bloquent notre capacité d'aimer, les figures parentales intériorisées qui continuent d'influencer nos choix, les parties de nous-mêmes qui attendent d'être reconnues et intégrées. Jung considérait le travail avec les rêves comme indispensable à tout processus de transformation profonde. La sixième pratique est celle de la création de rituels de connexion consciente. Dans notre époque de distraction permanente, il est facile de laisser les relations se vider de leur substance, de partager un espace physique avec quelqu'un sans jamais vraiment se rencontrer. Les rituels créent des moments sanctuarisés où la connexion peut se produire. Ce peut être un repas quotidien partagé sans écran, une promenade hebdomadaire dédiée à la conversation profonde, un moment chaque soir où vous vous regardez dans les yeux et partagez une gratitude ou une peur. Ces rituels peuvent sembler artificiels au début, surtout si tu es habitué à éviter l'intimité. Mais avec le temps, ils créent un conteneur sûr où l'amour peut se développer et s'approfondir. Ils signalent aussi à ton partenaire que tu choisis consciemment cette relation
que tu as investi du temps et de l'énergie dans sa croissance, que malgré tes peurs et tes limitations, tu es engagé dans ce chemin avec lui ou elle. Jung voyait dans ce travail de guérison relationnelle quelque chose de plus grand qu'un simple développement personnel. Il considérait que chaque individu qui devient capable d'aimer et d'être aimé authentiquement contribue à l'évolution de la conscience collective de l'humanité. Nous sommes tous reliés par ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Ce réservoir partagé d'images, de symboles et de patterns qui transcendent les frontières individuelles. Quand tu guéris ta capacité d'aimer, tu ne guéris pas seulement toi-même. Tu contribues à guérir quelque chose dans le tissu même de la psyché humaine. Les relations authentiques que tu crées deviennent des modèles, des possibilités nouvelles qui s'inscrivent dans l'inconscient collectif et deviennent accessibles à d'autres. Jung croyait profondément que le travail intérieur individuel était la contribution la plus précieuse que chacun pouvait apporter au monde, plus importante même que les grandes actions extérieures. Cette vision transforme radicalement notre compréhension de la souffrance relationnelle. Ce n'est plus simplement une malchance personnelle ou une déficience individuelle. C'est un appel à la transformation qui a des implications bien au-delà de notre petite vie. Chaque fois que nous choisissons de faire face à nos peurs plutôt que de les fuir, chaque fois que nous restons ouverts alors que tout en nous voudrait se fermer, chaque fois que nous permettons à quelqu'un de nous aimer, malgré notre conviction d'être indigne, nous accomplissons un acte de courage qui résonne dans des dimensions que nous ne percevons même pas. Jung parlait souvent du concept de synchronicité, ces coïncidences significatives qui semblent relier notre monde intérieur au monde extérieur d'une manière mystérieuse. Il observait que les personnes engagées dans un travail de conscience profond vivaient souvent des synchronicités remarquables, comme si l'univers lui-même conspirait pour soutenir leur transformation. Peut être que ta présence ici, dans cette vidéo, à ce moment précis de ta vie, est elle-même une synchronicité, un signe que quelque chose en toi est prêt pour le prochain pas. Les recherches modernes en neurosciences commencent à confirmer ce que Jung avait intuité il y a un siècle. Notre cerveau est plastique, capable de se remodeler tout au long de la vie. Les schémas relationnels qui se sont formés dans l'enfance ne sont pas des sentences définitives. À travers des expériences répétées d'attachement sécure, à travers la pratique consciente de nouvelles façons d'être en relation, nous pouvons littéralement recabler notre cerveau, créant de nouvelles voies neuronales qui soutiennent la capacité d'aimer et d'être aimé. Ce processus prend du temps. Il demande de la patience, de la persévérance et souvent de l'aide professionnelle. Mais il est possible. Des milliers de personnes ont traversé ce chemin avant toi, transformant leurs blessures les plus profondes en source de sagesse et de compassion. Ce qui semblait impossible devient possible dès que tu prends la décision de commencer, dès que tu choisis de croire que tu mérites mieux que la répétition éternelle de tes schémas douloureux. Cette perspective donne un sens plus large à la souffrance que tu as pu être traversée dans tes relations. Les blessures que tu portes ne sont pas seulement les tiennes, elles sont aussi les blessures de ta lignée familiale, de ton époque, de l'humanité dans son ensemble. En les guérissant en toi, tu participes à une guérison collective dont tu ne mesures peut être pas toute l'ampleur. Et la personne qui t'aime vraiment, celle que tu as, peut être repoussée, ou dont tu as douté, elle aussi fait partie de cette grande trame. Sa capacité à t'aimer malgré tes défenses, sa patience face à tes moments de fermeture, son choix de rester quand tout en toi essayait de la faire partir, tout cela est un cadeau non seulement pour toi, mais pour quelque chose de plus grand. L'amour authentique, qui parvient à traverser les barrières de notre peur, est rare et précieux. Il mérite d'être reconnu, honoré et accueilli.
Revenons maintenant à Margaret, cette patiente dont je t'ai parlé au début, celle qui avait poussé Jung à explorer ses mécanismes de sabotage relationnel. Après plusieurs années de travail analytique, quelque chose de remarquable se produisit. Margaret rencontra un homme qui l'aimait véritablement. Et pour la première fois de sa vie, elle ne s'enfuit pas. Oh, elle ressentit toutes les angoisses habituelles, toutes les impulsions de fuite, tous les doutes sur la sincérité de cet amour. Mais cette fois, elle avait des outils pour reconnaître ses réactions comme des échos du passé plutôt que des vérités sur le présent. Elle put, avec un effort conscient et répété, rester présente dans cette relation malgré son inconfort. Elle put parler de ses peurs à son partenaire au lieu de les agir à travers le sabotage. Elle put, petit à petit, laisser l'amour de cet homme toucher les parties d'elle-même qu'elle avait gardées si longtemps protégées. Ce ne fut pas un processus facile ni linéaire. Il y eut des rechutes, des moments de doutes intenses, des crises où elle faillit tout détruire, mais elle persévéra. Et avec le temps, quelque chose d'étonnant se produisit. Elle commença à croire qu'elle pouvait être aimée. Ce qui rendait le parcours de Margaret particulièrement touchant, c'était la façon dont elle avait appris à communiquer avec son partenaire pendant ces moments de panique. Jung lui avait enseigné à reconnaître les premiers signes d'activation de son complexe d'abandon, cette tension subtile qui précédait les comportements de fuite. Quand elle sentait cette tension monter, au lieu de s'en défendre ou de l'agir, elle avait appris à dire simplement à son partenaire quelque chose comme « Je sens mon vieux schéma s'activer en ce moment. Je ne crois pas vraiment que tu vas partir, mais une partie de moi a très peur. » Cette communication radicalement honnête accomplissait plusieurs choses simultanément. Elle brisait le cycle automatique de la réaction inconsciente. Elle invitait son partenaire dans son monde intérieur, créant une intimité plus profonde. Et elle lui donnait l'opportunité de la rassurer de manière ciblée, adressant directement la peur plutôt que de se défendre contre un comportement inexplicable. Cette pratique de communication consciente est quelque chose que tu peux apprendre aussi, quelle que soit la nature de tes propres schémas relationnels. Dans ses notes, Jung décrit le moment où Margaret lui annonça son mariage. Il écrit avoir vu dans ses yeux quelque chose qu'il n'y avait jamais vu auparavant, une forme de paix, une confiance en la vie qui remplaçait la vigilance anxieuse qui l'avait toujours caractérisée. Elle n'était pas devenue une autre personne, elle était devenue elle-même plus pleinement, intégrant les parties blessées plutôt que de les laisser la gouverner. Jung considérait ce type de transformation comme l'objectif ultime de son travail, non pas de supprimer la souffrance ou de créer une personnalité parfaite, mais de permettre à quelqu'un de vivre pleinement, d'aimer et d'être aimé malgré ses cicatrices, peut être même à cause d'elles, car nos blessures, quand elles sont intégrées, deviennent la source de notre compassion, de notre profondeur, de notre capacité à comprendre la souffrance d'autrui. Cette histoire n'est pas seulement celle de Margaret, c'est potentiellement la tienne. Quelque part dans ta vie, il y a peu, être quelqu'un qui t'aime vraiment, dont tu as douté, que tu as peu, être repoussé, que tu as peu, être failli perdre à cause de tes propres mécanismes de défense. Ou peu, est-ce quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré, mais que tu rencontreras, et quand ce moment viendra, tu auras le choix. Tu pourras laisser tes vieux schémas prendre le dessus, répétant le même cycle de fermeture et de sabotage, ou tu pourras choisir consciemment de rester ouvert, de faire confiance malgré la peur, de recevoir cet amour comme le cadeau précieux qu'il est. Ce choix n'est pas facile. Il demande un courage que Jung comparait à celui du héros des mythes anciens, affrontant ses dragons intérieurs pour conquérir le trésor de l'amour authentique. Mais c'est un choix qui est toujours disponible, à chaque instant, dans chaque relation.
Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est probablement parce que quelque chose en toi résonne profondément avec ce que je viens de partager. Peut-être as-tu reconnu tes propres schémas, ta propre façon de repousser l'amour, ta propre incapacité à recevoir ce que tu désires si profondément, et peut-être es-tu prêt pour un changement, prêt à entreprendre ce travail de conscience qui peut transformer ta vie relationnelle. Je veux que tu saches que ce chemin, bien que difficile, est possible. Des milliers de personnes ont traversé cette transformation, pas en devenant parfaites, mais en devenant plus conscientes, plus ouvertes, plus capables d'aimer et d'être aimées. Tu as le droit à cette transformation. Toi aussi, tu as le droit de croire que quelqu'un peut t'aimer vraiment, inconditionnellement, avec toutes tes imperfections et tes blessures. Et si cette personne est déjà dans ta vie, n'abandonne pas, ne laisse pas tes vieux schémas te voler ce qui pourrait être le plus beau cadeau de ton existence. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, si tu sens que ce canal peut t'accompagner dans cette exploration profonde de la psyché et de l'amour, je t'invite à t'inscrire maintenant. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans les enseignements de Jung et d'autres grands explorateurs de l'âme humaine, cherchant les clés qui peuvent ouvrir les portes de notre prison intérieure. Ce n'est pas un chemin que l'on doit parcourir seul. En rejoignant cette communauté, tu trouveras des personnes qui, comme toi, ont décidé de faire face à leurs démons plutôt que de les fuir, qui ont choisi la conscience plutôt que le confort de l'ignorance. Le travail que nous faisons ici n'est pas de la simple curiosité intellectuelle. C'est un engagement envers ta propre transformation, envers ta capacité à vivre une vie plus authentique et plus connectée. Chaque vidéo est une invitation à regarder plus profondément en toi-même, à découvrir des vérités que tu as être évitées pendant des années, mais qui détiennent la clé de ta liberté relationnelle. Inscris-toi maintenant et continue cette exploration avec nous. Aime la vidéo si elle t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et rappelle-toi ceci dans les moments de doute. La personne qui t'aime vraiment mérite que tu fasses ce travail, et toi aussi, tu le mérites. Tu mérites de connaître la paix de l'amour reçu, la joie de l'intimité sans peur, la profondeur d'une connexion qui ne dépend pas de ta performance ou de tes défenses. Cette possibilité existe pour toi, ici, maintenant. N'abandonne pas.